Bon, mais bienvenue à tous, hein, comme on l'a dit. Euh, Lourde charge de commencer le premier, enfin l'introduction, après le trajet, la fatigue, etc. Donc j'espère que je ne vais pas achever de vous endormir. On va tâcher en tout cas. Donc notre introduction se nomme les cultures de la mort contre les cultures de la vie, ou les cultures de mort contre les cultures de vie. Dans la continuité de la loi de novembre 2021 contre la maltraitance animale, un député, Vincent Ledoux, il y a 1 ou 2 jours, a déposé une proposition de loi visant à interdire l'euthanasie des animaux dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ce n'est pas une blague. Ce sont des êtres sensibles, a-t-il affirmé. On est d'accord. Pendant ce temps-là, notre cher gouvernement nous annonce que la loi sur la fin de vie, autrement dit l'euthanasie des hommes, sera de nouveau débattue en février. Cherchez l'erreur. Au Canada, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, il y avait eu un cas qui a fait un peu de bruit. En fait, il s'agissait d'une militaire, une ancienne militaire qui était devenue paraplégique, il me semble, suite à de par ses fonctions. Elle s'est plainte du temps d'installation de sa rampe d'accès chez elle, et le gouvernement canadien lui a gentiment répondu, enfin, en lui proposant l'euthanasie. Merci. Situation assez paradoxale. Au moment où on cherche à sauver les animaux, on cherche à tuer nos semblables. Ces exemples illustrent bien l'état dans lequel se trouve notre société actuelle. En fait, on constate que l'homme ne se comprend plus lui-même. On essaie de comprendre les animaux, on essaie de comprendre le monde qui nous entoure, la science nous le donne de le comprendre, mais on ne se comprend plus nous-mêmes. Et on en arrive à se mépriser nous-mêmes. L'homme arrive à se mépriser lui-même en fin de compte. On pourrait abonder d'exemples dans le même sens, l'avortement, la théorie du genre, l'éducation, etc. Je pense que vous n'en manquerez pas d'exemples. C'est un fait. En dépit d'une volonté affichée d'une plus grande humanité, notre société se dresse paradoxalement contre l'homme. C'est ce qui poussait Saint Jean-Paul II à parler des cultures de mort. Il en parle dans Evangelium Vitae, l'encyclique autour de laquelle va graviter notre session. Donc, cette encyclique a été publiée le 25 mars 1995, donc il y a 30 ans, et elle est consacrée à la vie. Si l'état de notre société est aujourd'hui critique, il n'est pas le fruit du hasard, et c'est un peu ce qu'on va essayer de voir dans cette introduction. Jean-Paul II le voyait venir déjà il y a 30 ans, et on verra que à cette époque-là, on voyait déjà venir les premiers bourgeons viciés des fruits qu'on peut constater aujourd'hui. Donc le but de notre introduction sera de nous aider à rentrer dans notre session et d'en comprendre les enjeux. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous en saisissez déjà une partie, mais le but, c'est d'avoir une vision plus globale et puis vraiment de saisir ce que cette session peut nous apporter. On va commencer par parler de notre société actuelle, donc en France, aussi un peu en Allemagne. Je vais essayer de suivre les notes de nos sœurs allemandes. Et ensuite, on essaiera de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé à notre société d'aujourd'hui. Ce sera très sommaire, très rapide, très schématisé, mais ça donnera des éléments de réponse. Et donc ça, ce sera notre première partie. Et la deuxième partie, on essaiera de voir ce que dit l'Église en donnant très sommairement aussi la réponse de Saint Jean-Paul II, puisqu'en fait, on va passer notre session à la détailler, donc ce sera pas c'est pas la peine de le voir ce soir, en 30 minutes. On verra aussi au niveau historique, l'insertion dans le cadre historique de l'encyclique Evangelium Vitae, et les implications aussi que ça aura pour vous, pour nous tous, en fait. Ok ? Donc, première partie, la culture de mort. On va commencer par une petite expérience de pensée, si vous êtes encore assez réveillé. Imaginez-vous que vous vivez dans un pays où l'avortement est interdit et que ceux qui veulent le promouvoir sont une minorité. Imaginez-vous que les médias eux-mêmes sont anti-avortement. Imaginez-vous que même les communistes autour de vous sont opposés à la contraception. Imaginez-vous que tout contraceptif ou toute promotion d'un contraceptif est interdite. Imaginez-vous enfin que la famille est encouragée, promue par l'État et autour de vous.
Et imaginez enfin qu'il n'existe presque aucun pays autour de vous dans lequel l'avortement soit légalisé, presque. En fait, ce que vous êtes en train d'imaginer, c'est la France des années 50. Donc il y a 80 ans. C'est très peu. Le contraste nous paraît plus proche de l'hallucination, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est la réalité. Et on va essayer d'expliquer pourquoi il y a eu un tel contraste. Dans les premiers numéros d'Evangelium Vitae, Saint Jean-Paul II nous alerte sur le caractère inédit de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Je cite, « Celle-ci, donc la situation, donne au crime contre la vie un aspect inédit et encore plus injuste. Une partie de la population les justifie au nom de la liberté individuelle. Tout cela provoque de profonds changements dans la façon de considérer la vie et dans les relations entre les hommes, et un effondrement moral. Des choix qui jadis étaient considérés comme criminels et rejetés par le sens moral sont devenus aujourd'hui socialement respectables. » L'encyclique au numéro 4. Alors voyons comment on en est arrivé là. Donc je vous l'ai dit, la France dans les années 50, c'était vraiment l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui. Un autre petit exemple qui peut vous aider à situer aussi la situation. En 1873, bon, c'est un peu plus vieux, mais ça aide à comprendre, le Congrès américain a adopté le Comstock Act qui rend illégal l'envoi postal de tout matériel obscène, lubrique ou luxurieux. Interdit ce genre de matériel, vous imaginez aujourd'hui. Et en France, la loi du 31 juillet 1920 fit de la vente et de la publicité des produits anticonceptionnels un délit passible de la correctionnelle, en 1920. Le premier pays à ouvrir une brèche en la matière fut l'URSS. En 1920, Lénine fit lever l'interdiction de la pénalisation de l'avortement. Le 19 décembre 1967, la loi Neuwirth autorise la vente et l'usage de méthodes de contraception en France. Puis en 1975, la loi Veil. Et depuis ce jour, un enfant handicapé, enfin non pas depuis ce jour, mais aujourd'hui, un enfant handicapé peut être avorté jusqu'au terme de la grossesse, jusqu'à 9 mois. Et un enfant non handicapé, eh bien, c'est 3 mois et demi aujourd'hui. De façon générale, dans le monde, le droit à l'avortement s'est généralisé à partir des années 70. On voit ça a commencé dans les années 60-70. En France, on a le Pacs qui a été autorisé en 1999. En 2001, ce sont les Pays-Bas qui sont devenus le premier État à légaliser le mariage homosexuel. En France, ce sera le 17 mai 2013 avec la loi Taubira. En 1994, il y a la loi pour la PMA, l'autorisation de la PMA. Et en 2016, la loi permet aux personnes de changer de sexe à l'état civil. Je donne quelques dates pour les Allemands parce qu'en fait, c'est grosso modo la même chose qui s'est passée à quelques années près. La contraception en Allemagne, c'est en 1961 avec la vente de la pilule. L'avortement, c'est en juin 1995, le Pacs en 2001 et le mariage pour tous en 2017. Bref, vous l'aurez compris, par rapport à ce qu'on a dit au début, c'est une véritable révolution, mais au sens littéral du terme. Vous voyez, on n'est plus dans l'évolution de la loi, on est dans une révolution. Alors, comment s'est opérée cette révolution ? Pour tenter d'apporter un éclairage aux raisons de ce glissement, on va s'appuyer sur un livre qui a été paru en 1979, qui s'appelle « De la vie avant toute chose ». Si vous ne l'avez jamais vu ou lu, c'est normal, il a été retiré des ventes assez rapidement. Si vous voulez vous le procurer, il faudra prévoir 200-300 € sur Internet pour un livre de 200 pages. Sinon, il est disponible gratuitement en PDF, ça marche aussi. Donc, il a été écrit par Pierre Simon, un franc-maçon assumé, donc aucun complexe à le décrire dans son livre. Il décrit comment il est rentré dans les loges maçonniques. Pour ceux qui ne connaissent pas, la franc-maçonnerie, c'est une société occulte, secrète et en même temps qui ne se cache plus maintenant. Voilà, qui se veut à but philanthropique, mais qui en soi a des fondements assez occultes.
J'en dis pas plus parce que c'est pas l'objet du topo, on pourra en parler dans les questions. Père Bernard connaît bien à la fois ce livre et la franc-maçonnerie. Il a été grand maître de la Grande Loge de France dans les années 80, l'auteur, donc il sait de quoi il parle. Le grand maître, ça veut dire le grand chef hein, d'une des loges de la franc-maçonnerie. Et dans ce livre, donc, il décrit le combat qu'il a mené avec la franc-maçonnerie. C'était vraiment affiché, un des buts affichés de la franc-maçonnerie. Son combat, faire changer la conception de la vie dans la société française. Voici comment le livre commence. La vie est le véritable héros de ce livre. Si la première grande victoire de la médecine fut de faire reculer la mort, la seconde sera de changer la notion même de vie. Celle-ci ne se définira plus, selon la formule de Bichat, comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, mais comme la relation préférentielle avec l'environnement. J'expliquerai. Il ne s'agit plus seulement de guérir, mais de conduire au mieux-être et pourquoi pas au bonheur. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, hein, je vais expliquer. En gros, quand il dit la vie sera la relation préférentielle avec l'environnement, ça veut dire la vie, c'est plus ce qui nous sépare de la mort, mais ça correspond à une qualité suffisante de bien-être, en gros, pour schématiser. Pour eux, c'est ça la vie, avoir suffisamment de bien-être. Je continue. Le combat n'est pas seulement technique, mais philosophique. La vie comme matériau, tel est le principe de notre lutte. Le but pour eux était de faire passer la vie d'un ordre sacré à un concept lié au matériel, hein, la vie comme matériau. L'auteur explique que leur méthode consiste en l'assimilation de toute la société comme un organisme vivant. Dans un organisme, si un organe subit une transformation, c'est tout l'organisme qui se réorganise de sorte à ce que la vie puisse continuer. Je continue la citation. La révision du concept de vie, induite par la contraception, pourra donc transformer la société dans son intégralité. Donc pour eux, c'était ça. Ça a commencé par la contraception, et le but, c'était de transformer le concept de vie pour changer complètement la société. Il nous parle ensuite du moyen. Poser le principe que la vie est un matériau au sens écologique du terme, et qu'il nous appartient de le gérer, là est l'idée motrice. Mais on ne mobilise pas les foules sans les concerner fondamentalement. L'arme absolue, qui apporte le soutien populaire, c'est le viscéral. La contraception concerne chaque Français pubère, quel qu'en soit le sexe. Peser sur le viscéral en parlant de cet état qui est en nous, gouverné par l'instinct, le désir et la raison, en s'appuyant sur l'intime, le quotidien, voilà le nécessaire. Le viscéral est le milieu où va diffuser l'agent détonateur, c'est-à-dire la contraception. Donc en gros, c'est appuyer sur l'amour humain pour faire passer ses idées. En gros, voilà ce qu'il dit. Le but de la franc-maçonnerie a donc été clair, modifier la conception de la vie pour modifier la société. À l'origine de cette tâche, il fallait poser que la vie est un matériau qu'il nous appartient de gérer. En d'autres termes, il fallait faire de l'homme le seul maître de sa vie. D'où le titre de la session. Et ce combat devait se mener avec l'arme de la sexualité, entre autres. Et j'insiste bien, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est un combat. Son livre, il le décrit comme un combat. C'est un plan de bataille, en fait. Ils avaient leur objectif et les moyens par lesquels ils y sont arrivés. Conséquence, troisième petite sous-partie de notre grande première partie, l'instauration d'une culture de mort. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi une telle vision des choses. Et la réponse, sœur Charlotte l'expliquera un peu plus juste après moi, se trouve notamment dans la vision darwinienne de l'évolution. Je ne suis pas en train de critiquer la théorie de Darwin. Hein. Je suis juste en train de dire que associé au matérialisme marxiste, donc c'est-à-dire que l'idée que tout n'est que matière et que Dieu n'existe pas, eh bien, à partir de là, il n'y a plus d'absolu et les règles morales elles-mêmes doivent évoluer. Et c'est ce qu'il dit tout au long de ce livre. Vous voyez, ils disent ce qui avant était bien, eh bien aujourd'hui ne doit plus l'être parce qu'en fait, la science nous montre que tout évolue. Ok ? Et donc, pour nous, concrètement, il ne s'agit plus aujourd'hui de parler de salut, de morale, de bien de l'âme, mais de bien-être.
C'est ça qui va être le cœur, qui doit être le cœur, au cœur de tout homme. Je le cite à nouveau. Étudier puis traiter les problèmes médicaux entourant la contraception, c'est se situer au terme de la longue filière évolutionniste, c'est ce que je viens de dire. La nouvelle culture, comme la nouvelle médecine, n'est plus seulement la suppression de la douleur, mais aussi la conduite du plaisir. Elle aide à faire vivre pleinement, d'où l'un des objectifs du rapport Simon, fournir des clés permettant l'accession au bonheur, c'est ce que je vous ai dit. Donc, première étape, comme vous le voyez sur le diapo, ça a été la légitimation de la contraception. Parce qu'ainsi, on sépare l'acte conjugal du don de la vie. Donc en 75, et ensuite en 75, la légalisation de l'avortement. Après elle, toutes les autres étapes ont suivi sans trop de difficultés. Vous l'avez vu, bon, là, on l'a rapidement ébauché dans notre partie d'avant. Mais vous le savez, en fait, avec le pacte, la famille, etc. Et aujourd'hui, sur l'identité sexuelle. Je le cite à nouveau. La contraception a un triple rôle à jouer. En premier lieu, la préservation du patrimoine génétique, propriété de tous les humains. Le second rôle est la gestion qualitative de la vie. La santé est devenue propriété collective. Le troisième rôle de la contraception est la modulation du nouveau schéma de la famille. Donc on voit, contraception et famille sont liés. C'est un peu logique. Mais en fait, c'est pour dire aussi le lien avec le combat contre la famille. Sœur Marceline nous en parlera demain. Et on peut y voir une seconde étape, en fait. Enfin, là, j'ai mis l'avortement, mais en fait, ou la troisième, voilà, c'est ça, mariage et famille. En fait, ça constitue un peu comme une troisième étape de ce plan de bataille de la franc-maçonnerie. Et enfin, on va conclure. On a conclu notre première partie avec encore une citation de Pierre Simon. Servante de la vie, la sexualité n'est ni sacrée ni maudite. Elle est apprentissage de la liberté. À ce point, 1968, donc mai 68, la révolution sexuelle qui a lieu en France, nous offre deux hypothèses. La révolution, dissolvant les valeurs réputées fondamentales par la société, la religion et les tenants de la morale qui s'y réfèrent, entraînera ou bien la chute de cette société, ou bien sa mutation en société pluraliste. Et c'est cette dernière que nous avons choisie pour objectif. L'objectif de la franc-maçonnerie, faire une société pluraliste. On voit qu'ils sont arrivés plutôt bien au terme de leur plan, ou du moins dans la direction. Alors maintenant, que dit l'Église face à tout ça, notre deuxième partie? Alors je commence par... j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais la culture, c'est l'ensemble des moyens qui permettent à l'homme de devenir plus pleinement lui-même. En résumé. Ainsi comprise, la culture est contraire à la mort par définition. Parce que la mort, c'est bien ce qu'il y a de plus contraire à l'épanouissement de l'homme. La culture doit donc être, par définition, une culture de la vie. Donc, vous voyez, quand on parle de culture de mort, en soi, c'est un oxymore. Une oxymore. Pourtant, on constate combien tout ce qui a été mis en place se retourne en définitive contre l'homme. La contraception, l'avortement, le combat contre la famille. On a donné une réponse à cela, parce qu'on peut se demander comment est-ce possible que des choses qui soient au final tellement contre l'homme aient pu être mises en place sans problème. Eh bien, on a donné une ébauche de réponse avec le matérialisme athée et évolutionniste, qui a coupé l'homme de Dieu et en a fait un être uniquement matériel, donc sans origine ni but. Or, on sait que l'homme, par la foi, mais aussi par la philosophie, que l'homme n'est pas qu'un corps. Il est un corps et une âme. Ou plutôt une âme et un corps. Parce que le fond de l'être, ce qui fait la dignité, Sir Gaëtan nous en parlera demain, c'est l'âme spirituelle et immortelle de l'homme, qui le rend capable de poser des actes bons ou mauvais, mais surtout qui nous rend capable de Dieu. Excusez-moi, je cherche mes... J'ai eu un petit problème d'impression, donc c'est un peu... voilà. Donc le schéma évolutionniste tel qu'il fut adopté a conduit l'homme moderne à se couper de Dieu en niant son intervention dans l'apparition de l'homme. En coupant l'homme de Dieu, on a comme coupé le cordon ombilical qui relie l'enfant à sa mère.
nous, avec Dieu. Et ce qui nous relie à Dieu, c'est notre âme spirituelle. Et quand on coupe l'homme de son âme spirituelle, eh ben, on n'a plus l'homme, on a juste un cadavre en fait. Et plus fondamentalement, Saint Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae au numéro 21, dit que les racines, quand on recherche les racines les plus profondes du combat entre les cultures de vie et les cultures de mort, il peut arriver au cœur du drame vécu par l'homme contemporain, c'est-à-dire l'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme. Donc, éclipse du sens de Dieu. Ça, c'est la racine profonde. Alors maintenant, deuxième petite sous-partie, le combat pour la vie. L'Église avait déjà commencé à mener ce combat pour la vie, on a vu que c'était un vrai combat, dès 1930, avec un petit texte sur le divorce, Casti Concubini, puis en 68 avec Humanae Vitae, qui est un peu l'encyclique de référence par rapport à la contraception. Père Bernard nous en parlera demain. Le 15 janvier 1976, la Congrégation pour la doctrine de la foi a réaffirmé la notion de loi naturelle et de péché mortel, au nom de la révélation divine et de son ordre propre, la sagesse philosophique. Et dans son ordre propre, la sagesse philosophique. Saint Jean-Paul II fut vraiment l'homme providentiel. Donc vous verrez, on s'en parlera très souvent pendant la session. En fait, c'est un peu, on pourrait dire, c'est un symbole du combat pour la vie, en fait, hein, Saint Jean-Paul II. Ça a été un géant à ce niveau. Et l'encyclique dont on va vous parler, Evangelium Vitae, on mettra des exemplaires s'il y en a qui veulent le feuilleter. Sinon, pareil, c'est disponible gratuitement sur Internet. Eh bien, elle a fait date, en fait, cette encyclique. Elle est très, très importante. Il a été élu, je rappelle, Jean-Paul II, le 16 octobre 1978, donc au lendemain du Concile Vatican II. Des remous qui ont suivi la réforme liturgique, mais aussi en plein dans la querelle intégriste, donc avec Monseigneur Lefebvre. C'était en 76. Ça a commencé en 76, on va dire, les premiers actes. Et c'est notamment l'époque d'une grande crise du sacerdoce. Dans les années 70, des milliers de prêtres avaient quitté le sacerdoce. Enfin, c'était aussi l'époque de la guerre froide, donc l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, donc le communisme. Et je rappelle que le cardinal Wojtyla, futur Jean-Paul II, vient d'un pays qui a été sous régime communiste. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ça fait ressortir avec d'autant plus de force l'importance du combat pour la vie. Parce qu'au milieu de tout ça, on pourrait se dire peut-être que le combat pour la vie, c'est pas le plus urgent. Faut peut-être, bon, ça ne veut pas dire qu'il a mené que ça, mais il l'a mené de front, ce combat pour la vie. Et donc, c'est dire l'importance qu'il avait au milieu de tous les problèmes qu'il aurait pu avoir à traiter. Il avait perçu, Saint Jean-Paul II, en effet, que l'évangile de la vie se trouve au cœur du message de Jésus. D'ailleurs, on vous le dira, mais évangile de la vie. En fait, c'est un terme qui n'est pas dans l'évangile, mais qui traduit tout à fait le message de l'évangile. Parce que c'est la bonne nouvelle de la vie, on essaiera de l'expliquer. Une première étape de son combat à lui, on a vu les étapes du combat franc-maçonnique, pour Jean-Paul II, fut une encyclique sur la morale, Veritatis Splendor, le 6 août 1993. Dans ce texte, il rappelle l'existence d'un ordre moral immuable qui vient de Dieu et que tout homme peut et doit respecter. Pas seulement doit, mais peut, par la grâce. C'est donc le contre-pied de ce qu'on a vu avec Pierre Simon qui prône un relativisme affirmant que rien n'est absolu et que tout évolue et change. Je cite, « L'homme, selon le pape, ne peut être pleinement humain sans être éclairé par la vérité divine qui assiste sa raison et fortifie sa liberté créée et sauvée dans le Christ. » D'ailleurs, le premier chapitre de l'encyclique sur la morale se structure autour de la question posée au jeune homme riche, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Morale et vie éternelle, morale et vie, sont donc évidemment reliées. Evangelium Vitae, donc on l'a un tout petit peu dit déjà,